Donc déjà, merci à tous d'être là avec nous ce soir pour discuter donc conformité avec les UR E26 et E27. Donc merci à Bureau Veritas d'être avec nous. Alors simplement une courte précision sur le webinaire. Vous avez normalement un onglet questions en bas à côté du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation dans cet onglet et on y répondra à la fin du webinaire. Ça nous permettra de ne pas en rater parce que dans le chat, on peut des fois en rater. Alors, le webinaire est organisé avec Bureau Veritas, donc par l'association France Cyber Maritime à laquelle j'appartiens. Donc, je m'appelle Laura Brouillet. Je suis chef de projet cyber au sein de l'association. Donc, France Cyber Maritime est une association loi 1901 qui a été créée en novembre 2020. Donc, on a bientôt 4 ans d'existence. On compte 80 adhérents. À la fois du monde maritime et portuaire français et des experts en cybersécurité. Et donc on a deux missions principales. Donc la première, c'est d'opérer un CERT sectoriel, le MCERT, donc CERT qui est alloué au secteur maritime et portuaire français. Et la deuxième, c'est d'accroître la cyber-résilience des acteurs maritimes et portuaires français. Alors pour ça, on a différents axes. Donc ça va être l'organisation de webinaires comme celui-ci, du conseil, de l'accompagnement, des organisations de formation, de sessions de sensibilisation, etc. Alors oui, tout à fait. Donc ce webinaire est un webinaire public. Alors, on a deux types de webinaires, soit des publics, soit des privés. Privés réservés à nos adhérents qui sont simplement reliés au sein de notre association. Et là, ce webinaire est en public, vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Et en étant inscrit, vous recevrez le replay à la fin du webinaire. Donc écoutez, si ça vous convient à tous, je vais laisser la parole donc à nos experts du Bureau Veritas qui nous font l'honneur d'intervenir aujourd'hui donc sur les nouvelles UR de l'Ajax. Bonjour à tous et d'abord merci à France Cyber Maritime de nous donner cette opportunité de discuter de l'URE26 et de l'URE27 avec vous. Merci de votre participation. On sait qu'il y a beaucoup de questions derrière ces deux Unified Requirements de l'Ajax et on va tâcher d'y répondre. D'abord de vous présenter ces exigences et puis de vous donner quelques conséquences de ces exigences sur tout ce qui vous attend dans les mois à venir pour la mise en œuvre de ces exigences. Je suis Philippe Vaquet, je dirige la section cyber pour Bureau Veritas Marine & Offshore et aujourd'hui je suis accompagné de trois de mes experts. Ladies First, Charlotte Soyer, Arthur Piquet-Audrin et Benoît Bouéry, qui chacun vous présenteront quelques parties de cette présentation et qui seront disponibles à l'issue pour des questions plus techniques si vous en avez. Et si on n'a pas répondu à ces questions pendant la présentation. Je ferai un très rapide point sur la réglementation en vigueur pour les navires avant d'attaquer les gros morceaux de cette présentation que sont l'URE26 et l'URE27. Et en fin de présentation, on vous fera un petit retour d'expérience puisque nous avons déjà des clients avec lesquels nous mettons en œuvre l'URE26 et des équipementiers avec lesquels nous avons des certifications qui ont été faites ou qui sont en cours. On commence à avoir un peu de retour d'expérience, on va essayer de le partager avec vous. En termes de réglementation, aujourd'hui, on va dire qu'on a une réglementation qui couvre tout le spectre des navires, les navires en construction et puis les équipements qui sont supposés aller à bord de ces navires. Je ne vais pas trop m'apesantir aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet sur la résolution de l'OMI. La grande majorité d'entre vous êtes familiers avec cette résolution qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Pose que une organisation cyber ait été mise en place à bord des navires, une organisation cyber effective, documentée, donc auditable. Et c'est cette organisation qui est auditée par les pavillons. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cette réglementation parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. En revanche, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que l'OMI travaille sur les lignes directrices qui accompagnent cette résolution et a récemment diffusé de nouvelles lignes directrices qui ressemblent dans leur vaste majorité aux exigences de l'URE26. Ce qui fait qu'en fait, cette URE26 est en train de devenir quelque part le standard pour l'industrie maritime en termes d'architecture des réseaux sur les navires. Et l'URE27, nous en parlerons un petit peu plus tard. Donc ces deux UR, 26 et 27, entrent en vigueur au 1er juillet
2024, c'est-à-dire dans quelques jours. La phase de préparation est terminée. Aujourd'hui, pour être classé par une société de classe, un navire devra répondre aux exigences du LER 26 s'il est signé après le 1er juillet 2024, mais je ne vais pas déflorer ce qui va être dit après. Je laisse donc la parole à Benoît et à Arthur qui vont vous parler directement de l'UR 26. Merci. Alors, la première question que l'on peut se poser est quel est le périmètre de cette UR? Vous trouverez au sein de l'UR 26 deux listes. La première est affichée actuellement. Cette liste présente la liste des navires et des unités mobiles pour lesquels la conformité à l'UR 26 est obligatoire uniquement pour toute construction signée après le 1er juillet 2024. Donc l'UR 26 n'est pas rétroactive. Vous trouverez également au sein de l'UR une seconde liste qui énumère les navires et installations pour lesquels cette UR n'est pas obligatoire, mais peut bien évidemment être utilisée comme ligne directrice. Ce qu'il faut noter, c'est que les exigences de cybersécurité d'un navire, qui jusqu'à maintenant étaient optionnelles, devront être mises en œuvre de manière obligatoire pour un navire dans le périmètre défini précédemment, pour qu'il puisse être accepté par une société de classe, à condition qu'il soit signé pour construction après le 1er juillet 2024. Tous les documents qui seront produits par le chantier durant la création du navire devront être mis à jour par les amateurs durant toute la vie du navire et seront vérifiés dans le cadre des audits annuels qui seront effectués par la classe. Alors, comment à BV, nous avons pris en compte l'UR 26 dans notre règlement? Nous proposons deux notations de classe. La première, qui est cyber résiliente, assure la stricte conformité aux exigences de l'UR 26. Nous avons également une seconde notation de classe, cyber secure. Cette seconde notation couvre à la fois les exigences de l'UR 26, mais rajoute également d'autres exigences supplémentaires. L'objectif de cette seconde classe de notation et de répondre aux exigences que peuvent avoir des amateurs plus exigeants, avoir également la nouvelle génération de LNG ou de navires de croisière, les navires autonomes ou les navires militaires. À noter qu'actuellement, nous sommes en train de revoir cette classe notation pour prendre en compte les évolutions des menaces du marché, mais également ajouter un point de vue opérationnel à cette notation de classe. Elle devrait être disponible en Release 5 en janvier 2025. Quels sont les systèmes qui sont concernés par l'UR 26? Donc, il faut savoir que cette UR 26 s'applique à tous les systèmes liés aux technologies opérationnelles à bord. Donc, il s'agit des appareils qui utilisent des données pour contrôler ou surveiller des processus physiques et dont la compromission peut entraîner un risque pour le navire, l'équipage ou l'environnement. Mais ces UR s'appliquent également à tous les systèmes qui utilisent l'interface de connexion IP ou à tout système connecté au système OT, que ce soit de manière permanente ou temporaire, comme dans le cadre d'une maintenance. Donc, on a un périmètre qui est assez grand, qui couvre à la fois l'OT et l'IT. L'UR 26 s'appuie sur plusieurs documents clés. Nous allons vous en présenter les principaux. Le premier est bien évidemment l'inventaire. Cet inventaire, comme vous allez le voir, devra être extrêmement détaillé. Il devra contenir la liste de l'ensemble des systèmes et équipements déployés et décrire pour chacun d'entre eux les interactions qu'ils peuvent avoir avec les autres équipements. Il devra également définir l'ensemble des réseaux, identifier les équipements réseau. Il faudra retrouver la configuration de chacun de ces équipements. Et pour toute la partie software, on devra avoir la liste exacte des applications qui sont déployées avec des informations comme le type d'OS, la version du firmware. Encore une fois, cet inventaire devra être maintenu à jour par tous les armateurs durant toute la vie et la durée de vie du navire. On a un second document essentiel qui est demandé par l'UR 26, c'est le Zone and Conduit Diagram. Ce document doit représenter de manière très visuelle l'architecture globale du navire. Il se base sur la notion de zone de sécurité. Non, je ne suis pas déconnecté. Donc, une zone de sécurité, elle vous sera présentée après par Arthur. Mais sachez que ces zones, en fait, ça correspond à des regroupements d'équipements qui doivent être isolés de manière physique ou logique. On
Dans une zone de sécurité, on va retrouver, on doit pouvoir retrouver l'ensemble des équipements qui sont déployés avec des informations sur un emplacement physique. On doit également avoir de manière illustrée l'ensemble des communications, alors entre les systèmes et équipements d'une même zone de sécurité, mais également entre des équipements et des systèmes de zones de sécurité différentes. Bien évidemment, autre point extrêmement important, il va falloir qu'on puisse voir représenter toutes les communications de ces systèmes vers des réseaux qui sont dits untrusted, donc qui ne sont pas de confiance. Enfin, on a le CSDD, Cyber Security Design Description. Donc là, c'est un autre document majeur. Donc, on va y retrouver énormément d'informations. Donc, on va avoir la liste des protections déployées pour faire face aux attaques cyber. On va retrouver un plan du navire avec l'emplacement physique de tous les équipements du périmètre, un listing des réseaux sans fil, l'identification de tous les équipements permettant un accès à distance. Il faudra également trouver toutes les mesures physiques mises en œuvre pour protéger les interfaces des équipements critiques, la liste des appareils de surveillance et d'enregistrement de l'activité des réseaux, mais il faut également qu'on y retrouve un plan de réponse à incident, un plan de retour à la normale, l'ensemble des procédures qui permettent la sauvegarde et la restauration des systèmes et la liste des tests d'isolement des réseaux. Un dernier point qui est important à noter, c'est qu'il est possible, malgré tout, d'exclure un équipement de ce périmètre. Pour cela, l'URE 26 demande qu'une analyse de risque soit effectuée. Donc, cette analyse de risque devra prouver que le risque porté par l'équipement ou le système est acceptable et que du coup, il peut être exclu de l'étude. Donc là, vous avez un certain nombre de méthodologies qui sont acceptées. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elles permettent effectivement de performer cette analyse et d'exclure un équipement de la liste. Une fois que ces exigences documentaires ont été détaillées, je vais également parler des attendus techniques, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'écrire de la documentation, mais bien de sécuriser une architecture d'un navire. Le point de départ, ça va être l'établissement de security zone, comme a mentionné Benoît, et qu'on pouvait voir sur le template du Zone and Conduct Diagrams. Ces dernières vont être un regroupement d'équipements en fonction de risques portés par ces derniers, des mesures de sécurité qui sont déployées, mais également de leurs fonctions opérationnelles. Ce sont des segmentations soit logiques, soit physiques, et il y a quand même quelques contraintes, notamment les équipements safety qui doivent être dans une zone dédiée. Les équipements qui font des communications sans fil doivent également avoir leur security zone. Pour toute security zone, un ensemble de contraintes va s'appliquer. On va commencer par des mesures de protection au niveau du réseau, à savoir une capacité de monitoring, que ce soit en termes de bande passante et que ce soit en termes d'accès, de connexion de différents équipements, d'alarme en cas de situation non conforme à la normale. La prise en compte d'un risque de déni de service est essentielle dans le cadre de ces mesures de protection. Les codes malicieux doivent être eux aussi documentés à l'échelle de l'architecture. Ça peut passer par les équipements couverts par les solutions d'antivirus, d'EDR ou XDR. Il n'y a pas de guideline qualitative à ce sujet. Les contre-mesures peuvent également faire partie, comme le hardening, des mesures documentées. Et le workflow des différentes mises à jour de ces équipements, qui est critique pour leur efficacité, doit être documenté. Le contrôle des accès physiques, qui est quelque chose d'aujourd'hui assez bien établi, puisque la plupart des zones sont des zones d'accès restreint pour tout ce qui est des technologies opérationnelles. Reste le cas des navires à passagers, où il faut quand même s'occuper de contrôler les accès physiques à certains périphériques sensibles et ou logiques par le biais de contrôle d'identité sur les IHM. Dans certains nombres de mesures que je vais présenter, vous allez pouvoir observer qu'en fait, il y a une responsabilité côté équipementier de permettre l'implémentation et la documentation de ces mesures. Et Charlotte documentera tout à l'heure les exigences qui sont attendues au niveau équipementier et qui viennent directement contribuer à la bonne implémentation de l'URE 26. Les communications sans fil doivent être aussi documentées et les paramètres de ces dernières, tels que la politique de mot de passe qu'elles supportent, le protocole cryptographique ou la politique de divulgation ou non du SSID, doivent être documentés. Il n'y a pas d'attendu qualitatif, c'est-à-dire que vous pourrez continuer d'utiliser du WPS, mais c'est évidemment pas recommandé.
et il n'y a pas de standard à ce niveau-ci dans les UR 26 et 27. Ces mesures sont applicables dans les security zones du Wi-Fi, mais également de l'OT, où on voit des technologies telles que le Bluetooth prendre le pas de temps en temps pour des questions de praticité et de simplicité d'implémentation. Les accès à distance, qui sont une porte ouverte du navire sur le monde extérieur, doivent être documentés rigoureusement pour les opérations plus essentiellement de management et d'opération des différents équipements. La télémétrie, elle, doit être identifiée aussi, mais ne requiert pas, par exemple, le contrôle final des accès distants par l'équipage. Il y a un besoin d'autorisation, d'une capacité à mettre fin ou alors une déconnexion de l'utilisateur distant qui doit être donnée aux différents utilisateurs à bord. Les appareils mobiles, tels que les laptops de service, les clés USB qui peuvent être utilisées pour mettre à jour l'EC10, les téléphones mobiles qui sont de plus en plus utilisés comme pager par les crew members, doivent être documentés, référencés dans les inventaires, et les protections des interfaces physiques des différents équipements doivent être aussi documentées. Donc là, soit ça va être un blocage logique au niveau software ou OS, donc permis par les équipementiers notamment, soit ça va être un blocage physique. La surveillance des réseaux, que j'ai déjà commencé à aborder tout à l'heure, doit se faire au travers des security zones et doit absolument prendre en compte 4 éléments. Le trafic excessif, la connexion d'appareils non authentifiés, le suivi des activités des appareils mobiles. J'ai mentionné les services laptop, mais ça peut être aussi des équipements de soutien à l'opération, des bornes de rechargement, des bornes des tablettes, etc. Et chaque connexion non autorisée doit être investiguée. Il n'y a pas d'exigence sur les logs, enfin, il y a des exigences sur la production de logs qui doivent être gérées par chaque security zone ou sous-système. En revanche, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de centralisation qui est demandée des logs. Donc, vous pourrez continuer d'avoir des logs qui sont générés localement, qui sont rendus accessibles par les systèmes et localement, sans forcément avoir un besoin d'export des logs vers un point central, un puits de log, même si évidemment c'est une bonne pratique, mais qui peut parfois s'avérer ardu à mettre en place. Le diagnostic de fonctionnalités opérationnelles qui sont aujourd'hui bien implémentées dans les systèmes de propulsion, d'alarme, etc., puisque ce sont des alarmes qui existent déjà, doivent être documentées. En général, c'est déjà présent dans la documentation équipementier. Il est important de connaître les situations, les procédures en cas d'alarme, de levée d'alarme. Voilà. Comme a mentionné Benoît, une partie de la documentation s'appuie sur des plans de réponse à incidents, mais aussi de réalisation de sauvegarde et de restauration. Ces dernières vont encore une fois être permises par la livraison de documentation équipementier, mais doivent être maîtrisées par le futur armateur et son équipage. Donc c'est là aussi un sujet à prendre en main tout au cours de la construction du navire. Philippe reviendra en conclusion sur les différents attendus des différentes parties prenantes, mais c'est un sujet très important et il faut que ces procédures soient maîtrisées. Ça pourra faire part ultérieurement de la visite de classe d'exécuter ces procédures. Chaque système est tel que requis par la SOLAS, donc encore une fois ce requirement n'est pas forcément nouveau, doit être pouvoir opérer indépendamment et de manière locale, pour éviter qu'en cas d'incident, il y ait une propagation ou une perte de contrôle plus grave et ne se limitant pas au système affecté. À ce titre, les réseaux doivent être isolés et peuvent être déconnectés et opérer indépendamment les uns des autres. Ça passe soit par un switch physique, ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux de navigation, soit par une segmentation logique et des liens qui peuvent être coupés au niveau des firewalls. Ça requiert des compétences, et encore une fois, c'est un challenge sur lequel Philippe pourra revenir une fois dans la conclusion. Pour chaque security zone équipement, la situation minimale de risque doit être connue. Il faut donc définir cet état qui, selon l'UR, s'articule autour de 3 principales situations, soit le shutdown, soit le mode de fonctionnement dégradé, soit le dernier état safe connu. Ces 3 modes de fonctionnement peuvent dépendre de la criticité des équipements. Effectivement, pour une propulsion, peut-être que le shutdown n'est pas la voie, pour une génération de courant non plus. Et ces cas sont à distinguer et encore une fois, s'appuient sur des inputs qui viennent directement des équipementiers.
Enfin, en termes de procédure, pour compléter, les attendus cyber qui sont aujourd'hui des impératifs tels que la récupération, la réalisation de sauvegarde, la mise en place de procédures de restauration à partir de ces sauvegardes doivent être maîtrisées, connues, documentées par les membres d'équipage. Je laisse la parole à Charlotte. Donc concernant l'URE 27, donc c'est une réglementation clé qui vise à garantir l'intégrité des systèmes et que cette sécurité est renforcée par donc les fournisseurs d'équipements tiers. Donc en respectant ce règlement, on va s'assurer que plusieurs exigences cruciales sont remplies. Dans un premier temps, que la cyber-résilience des systèmes et des équipements embarqués est garantie. Donc ça signifie que tous les dispositifs intégrés dans les systèmes doivent être capables de résister à des cyberattaques potentielles. Dans un second temps, il est également essentiel que l'interface entre les utilisateurs et les systèmes informatiques embarqués soit sécurisée elle aussi, puisqu'une interaction sûre et protégée entre l'humain et la machine est fondamentale pour prévenir les intrusions et les failles de sécurité. Et enfin, ce règlement, il va imposer des exigences sur la conception et le développement des nouveaux produits avant leur mise en œuvre sur les navires. Donc, ça va inclure des vérifications rigoureuses pour s'assurer que tous les nouveaux dispositifs vont être conçus avec une sécurité et une résilience nécessaires. L'URE 27 tire ses exigences d'un autre règlement qui est l'IEC 62443 et plus précisément de 2 chapitres, le 3-3, qui lui est centré sur les systèmes de communication industrielle et les réseaux de contrôle, et le chapitre 4-1, qui se concentre lui sur les exigences de processus pour le développement sécurisé des produits qui servent dans les systèmes de contrôle et d'automatisation industrielle. Donc, il est important de noter que tous les systèmes et les équipements dans le scope doivent être conformes aux exigences URE 27 et certifiés comme tels pour être acceptés sur des navires conformes aux exigences URE 26. Donc, on a une double conformité qui est donc obligatoire et requise. Ensuite, la mise en conformité peut être plus compliquée pour les petits équipementiers. Ça s'explique notamment par la demande de mise à disposition de ressources dédiées à la cybersécurité afin d'obtenir cette certification. Donc, les premiers mois de mise en œuvre de l'URE 27 représenteront sûrement un défi et c'est pour ça qu'on fera preuve de flexibilité pour aider tous les fournisseurs à s'adapter et à respecter les nouvelles normes. Enfin, donc, si votre équipement est déjà certifié, notamment par BV, vous pouvez demander une révision du Type Approval Certificate pour ajouter la mention de la certification URE 27. C'est une démarche simplifiée qui pourra aider les équipements déjà en service à répondre aux nouvelles exigences de sécurité. Donc maintenant, je vais vous détailler assez rapidement les exigences techniques qui sont couvertes par l'URE 27. Donc tout d'abord, le respect d'une politique de mot de passe stricte dans la gestion également, qui inclut donc la complexité, une longueur minimale pour le mot de passe, une fréquence de changement, etc. L'attribution des autorisations utilisateurs, donc il s'agit de contrôler qui peut accéder à quelle partie du système, donc ça implique notamment une définition assez claire des rôles et des privilèges associés à chaque utilisateur. L'accès et le contrôle des accès sans fil qui représente un point de vulnérabilité potentielle. Donc cette vérification, elle va passer notamment par la présence ou non de protocoles de sécurité et de mesures d'authentification sur ces réseaux. On va également vérifier tout ce qui est verrouillage de sessions inactives. Donc, c'est pour éviter que des sessions laissées ouvertes ne deviennent une faille de sécurité. Donc, on va vérifier qu'il y a des mécanismes de verrouillage automatique qui sont mis en place après une certaine période d'inactivité afin de garantir que les systèmes sont inaccessibles sans surveillance. Au niveau de l'identification et l'authentification des utilisateurs, on va s'assurer que chaque utilisateur est correctement identifié et authentifié avant d'accéder au système. Donc, ça va de pair avec la gestion des autorisations utilisateurs, puisque donc on va vérifier que chaque utilisateur peut accéder à ce dont il a le droit d'accéder en fonction de son rôle.
La gestion des moyens d'authentification, donc c'est essentiel de gérer la sécurité de ces moyens d'authentification. Donc on va vérifier tout ce qui est mise à jour régulière des dispositifs, l'application de toutes les politiques de sécurité, encore une fois pour prévenir les accès non autorisés au système. La gestion des comptes utilisateurs qui implique la création, la modification, la suppression des comptes, mais également l'attribution des privilèges. Ensuite, on va s'intéresser à l'horodatage des logs. Donc, il est essentiel de consigner et donc de horodater toutes les actions et les événements qui sont pertinents sur les systèmes. Ça va permettre de tracer toutes les activités et de pouvoir détecter des anomalies ou de mener des enquêtes en cas d'incident de sécurité sur le système. La prévention, la détection et la gestion des codes malicieux pour donc détecter toute tentative d'injection de logiciels malveillants, l'introduction de codes malicieux dans le système. La protection de la confidentialité de l'information, donc s'assurer que toutes les informations sensibles et critiques sont protégées contre les accès non autorisés, notamment par des méthodes de chiffrement de la donnée. Encore une fois, la gestion des droits d'accès, l'application de politiques strictes de confidentialité. Mais également la protection de l'intégrité de l'information, donc garantir que toutes les données ne peuvent pas être modifiées ou altérées de manière non autorisée. Donc on va vérifier les mécanismes de contrôle d'intégrité, comme par exemple les hashages cryptographiques ou les signatures numériques des données. Pour terminer sur les exigences techniques de l'URE 27, on va vérifier le maintien des fonctions essentielles. Donc, il est crucial de s'assurer que les fonctions critiques du système, elles continuent de fonctionner en cas de cyberattaque ou de défaillance technique. La gestion de la configuration du réseau et donc de sa sécurité. Donc, ça inclut la surveillance continue des configurations, la mise en place de contrôles d'accès, encore une fois, l'application régulière de mise à jour de sécurité sur le réseau. On va s'intéresser aux sauvegardes, puisque la réalisation de sauvegardes régulières des données constitue une mesure de protection assez essentielle. On va s'assurer que ces sauvegardes soient sécurisées et testées régulièrement pour s'assurer qu'on peut restaurer efficacement le système en cas de perte de données. Et ça va de pair avec donc cette reconstruction et retour à un état nominal du système, puisqu'en cas d'incident majeur, le système doit pouvoir rapidement être reconstruit et pouvoir retourner à un état nominal de fonctionnement. Voilà pour les requirements de l'URE 27. Merci Charlotte, merci Arthur, merci Benoît. Comme je vous le disais en introduction, quelques retours sur la mise en œuvre de ces deux UR dans la vraie vie. D'abord, la première leçon et sur laquelle je veux vraiment insister, le message sur lequel je veux insister, c'est que cette URE 26 et finalement l'URE 27 aussi d'ailleurs, demande une concertation de tous les acteurs concernés par la cybersécurité dès la conception de l'architecture du navire. Alors, c'est un dialogue qui est un peu nouveau, qu'il faut mettre en place, qui est un peu compliqué à mettre en place, avec des gens qui ne se parlaient pas forcément avant, mais qui là vont être obligés de se mettre autour d'une table et discuter sérieusement, vraiment dès la commande du navire ou dès les premiers designs. Autour de la table, le chantier, évidemment, qui va être le premier à produire cette documentation en cybersécurité. Autour de la table, l'armateur, puisque l'armateur mettra lui aussi à bord, parfois avant la mise à service, des équipements connectés. Les premiers équipementiers concernés, qui, eux, devront être évidemment certifiés URE 27, mais qui vont surtout avoir un devoir de fournir de la documentation au chantier et à l'armateur. Cette documentation sera précieuse et c'est pas complètement dans les habitudes pour certains équipementiers de fournir cette documentation au chantier. Et la classe. La classe, quelle que soit la classe, elle est là pour vous aider. En tout cas, c'est notre vision. On a bien conscience qu'il s'agit de nouveaux standards, même si l'URE 27 est construite sur des standards qui existaient déjà, comme vous disait Charlotte, l'URE 27 est décliné de l'IEC 62443 et certains équipementiers ont déjà l'habitude de travailler avec l'IEC 62443, ont déjà des équipements certifiés IEC 62443. Donc pour eux, obtenir une certification URE 27 sera, je dirais, un tour de passe-passe administratif.
Pour d'autres, ce sera un petit peu plus compliqué. Je veux revenir aussi sur le rôle du système intégrateur qui, vous verrez, apparaît énormément dans l'URO 26 parce qu'il a un rôle qui est essentiel. C'est le rouage, c'est lui qui met de l'huile dans les rouages, entre tous les acteurs, l'amateur, le chantier et les équipementiers. C'est lui qui certainement va collecter l'information auprès des équipementiers pour la fournir au chantier ou qui va essayer de faire en sorte que ce dialogue se passe de la meilleure façon possible. On peut imaginer que le système intégrateur est placé côté chantier, mais on peut très bien aussi imaginer qu'il est placé côté armateur. On peut même imaginer une configuration où on a un système intégrateur côté chantier et côté armateur, et ces deux personnes dialoguent. On n'est pas complètement satisfait avec la description dans le Euro 26 du rôle du système intégrateur. On aurait aimé que ce soit un peu plus étoffé. On voit bien, nous, à l'expérience, que son rôle est essentiel, et donc on regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas plus de description et plus de détails dans l'Euro 26. Ça viendra peut-être dans les nouvelles versions, ce qui n'est pas absolument garanti. En termes de certification Euro 27, j'insiste sur le fait que c'est pas un Everest, c'est pas si compliqué que ça d'obtenir une certification Euro 27. Ça demande pas des efforts considérables, même si effectivement parfois, si on part de loin, cette certification va prendre un peu plus de temps parce qu'il y aura de la documentation à écrire. Parfois, la documentation est déjà sur étagère, il suffit d'écrire un tout petit peu, d'en rajouter un peu. Nous, notre philosophie et notre maître mot, comme est écrit dans la diapositive, c'est l'accompagnement. On est là pour accompagner les équipementiers. Ce qui fait que lorsque un équipementier se pose une question sur cette certification, on lui conseille de venir vers nous. Même s'il n'y a aucun aspect commercial, on est là pour répondre à ces questions. Sachez en particulier que ce n'est pas parce qu'un équipement est connaîtra une certification Euro 27, on va s'intéresser à la connectivité, au degré de connectivité de cet appareil, avant de déterminer s'il a besoin de la certification 27. Après avoir parlé à nos clients équipementiers, en général, on leur transmet un petit fichier d'auto-évaluation qui leur permet de faire le point sur la documentation dont ils disposent pour prouver qu'ils sont conformes aux exigences de l'URO 27. On est conscient d'une difficulté rencontrée par les équipementiers, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle pour le moment entre les sociétés de classe pour la conformité URO 27. Ce qui veut dire que pour être accepté sur un navire qui est classé par BV, l'équipement devra être certifié URO 27 par BV. Et c'est valable pour toutes les autres sociétés de classe. Pour autant, et pour dédramatiser un peu, il est à peu près évident, en tout cas vu de chez nous, que si un équipementier se présente à nous avec une certification obtenue auprès d'une autre société de classe, nous estimons que la grande majorité du travail a été faite, que la documentation est déjà sur étagère, a priori de bonne qualité, et notre travail va être largement simplifié, ce qui va se refléter dans le contrat commercial qui sera passé avec l'équipementier. Je parle là pour Bureau Veritas, c'est notre vision des choses. Si vous voulez savoir déjà quels sont les équipements qui ont été certifiés URO 27, vous avez le lien sur cette diapo qui vous permet d'avoir la liste de tous les Type Approval Certificates émis par BV, et certains d'entre eux incluent d'ores et déjà une certification URO 27. On a évidemment beaucoup de certifications URO 27 en cours, comme vous pouvez imaginer, avec la deadline qui arrive. Voilà, il y en aura d'autres, et encore une fois, on est là pour aider. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Cette diapositive, c'est un peu je dirais la synthèse de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, pardon. Les chantiers vont être les premiers à mettre en œuvre l'URO 26. C'est un fait. Ce sont les premiers qui vont devoir fournir la documentation cyber du navire. Cette documentation va être communiquée à la mise en service aux armateurs. Une grosse partie du rôle du chantier, ça va être d'obtenir la documentation des fournisseurs, de la centraliser et d'en tirer les informations nécessaires pour leur propre documentation cyber et le renseignement des documents décrits tout à l'heure par Benoît. Évidemment, la rédaction de la documentation liée à l'architecture OT-OT, cette rédaction va permettre de répondre aux exigences et de montrer que les exigences de l'URO 26 sont bien remplies. Et pour cela, les chantiers vont probablement avoir besoin de ressources humaines dédiées ou de sous-contracter à des spécialistes qui vont pouvoir les aider dans cette tâche.
Les armateurs vont recevoir des navires qui seront déjà certifiés Euro 26. La responsabilité des armateurs, ça va être de faire vivre cette documentation cyber pendant toute la durée de vie du navire et donc de la mettre à jour chaque fois que des changements sont apportés au réseau, aux équipements à bord. Comme vous disiez Arthur, ça va être audité par la classe une fois par an. L'armateur va compléter aussi de ses propres procédures et de sa propre vision de la cybersécurité avec ses propres procédures, la documentation qui sera fournie par le chantier. Et lui aussi, l'armateur aussi, aura certainement besoin de ressources humaines dédiées ou au moins d'une aide qu'il peut obtenir en recrutant un spécialiste cyber ou en faisant appel à un sous-contractant pour l'aider, au moins dans les premiers temps. Et puis une forte responsabilité au niveau des équipementiers, comme on vous disait tout à l'heure. Eux, ils vont permettre de répondre non seulement aux exigences pour leur certification Euro 27, mais ce qui est clair aussi, c'est que ils auront leur part de responsabilité pour répondre à certaines exigences de l'Euro 26 et que les chantiers vont s'appuyer sur la documentation fournie par les équipementiers certifiés Euro 27 pour parfois répondre aux exigences de l'Euro 26. Donc tout ça, c'est bien imbriqué. C'est pour ça que les deux textes entrent en vigueur à la même date. Et c'est pour ça qu'on préconise le dialogue, encore une fois, entre le chantier, les équipementiers et l'armateur. C'est vraiment un facteur clé de réussite de la certification Euro 26, en tout cas de l'obtention de la conformité Euro 26. Je crois que c'était ma dernière diapositive, j'en suis même à peu près certain. Donc, certaines questions ont déjà été posées en ligne et parfois on y a déjà répondu. Oui, si ce n'est pas le cas, on va essayer d'y répondre à l'oral. Moi, je découvre les questions, donc je vais demander à mes experts de découvrir leur visage sur les caméras et de répondre un par un, s'ils le souhaitent, aux questions qui n'ont pas été répondues. Auquel on n'a pas répondu, par écrit. Alors, on a une première question de Christelle sur le niveau physique, notamment les clés USB. Est-ce qu'il y a des obligations au propos de stations blanches? Alors, je ne sais pas qui répond. Eh ben, du coup, non, il n'y a pas d'obligation sur la présence de stations blanches. On va retrouver des exigences, donc, que ce soit au niveau du matériel, donc de l'URE 27 ou au niveau du navire l'URE 26 sur le déploiement de ce qui était présenté, de mesures de sécurité comme des antivirus pour pouvoir effectivement se prévenir de toute infection. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir effectivement des stations blanches et d'avoir une politique systématique de passer tout ce qui peut être device externe par cette station. C'est des bonnes pratiques, bien évidemment. En tout cas, ce n'est pas décrit comme une exigence telle quelle. D'accord, merci. Il y avait un lien sur une des diapositives, donc on rectifiera dans la version du PowerPoint support qui vous sera adressé et redistribué par France Cyber Maritime. Tout à fait, et Arthur a mis le lien valide dans le chat. Donc la deuxième question, donc Benoît a répondu pendant la présentation de Charlotte. C'était est-ce qu'il y a une segmentation qui doit être logique ou physique? Est-ce que c'est imposé, précisé? Donc apparemment les deux types de segmentation sont possibles et autorisés. Il n'y a pas vraiment d'obligation dans les UR, c'est ça? Voilà, effectivement, les UR parlent d'isolation physique, donc air gap, etc. Donc des systèmes totalement isolés, c'est bien évidemment le plus simple, ou connectés à partir du moment où la connexion peut être monitorée, sécurisée, et que seules les connexions identifiées et autorisées puissent être acceptées entre différents systèmes. D'accord, merci. Et donc de même par rapport au niveau attendu donc sur les sauvegardes, on n'a pas d'obligation d'attendre bien ça, c'est juste de conserver des bonnes pratiques sur le même modèle que pour les stations blanches par exemple. Voilà, exactement, le 3.2.1 qui est une très bonne pratique. On n'a pas de notion de différenciation de support, on n'a pas d'exigence sur la périodicité des sauvegardes, parce que c'est quand même très propre au système. Et donc là, on se repose un peu sur les supérieurs pour définir quelles sont les bonnes pratiques également et sur les besoins opérationnels. Donc voilà, ça reste assez vague. Il faut qu'il y ait des sauvegardes, il faut qu'il y ait des procédures, il faut que les sauvegardes soient faites, qu'elles soient contrôlées. Mais sur les moyens, sur quel support, quel média, quelle fréquence, il n'y a pas d'exigence précise sur ces points. D'accord. Et donc là, pour l'instant, la dernière question que nous avons, c'est dans le cadre de l'installation d'un équipement neuf sur un navire en service, est-ce que les UR, donc 26 ou 27, s'appliquent? Non, ça ne s'applique pas parce que
l'URE 26 comme l'URE 27 ne s'applique qu'aux navires signés pour construction après le 1er juillet 2024. Donc, pour un rétrofit, par exemple, ça ne s'applique pas. En revanche, si l'armateur décide qu'il souhaite que l'équipement qui est installé sur son bateau soit certifié URE 27, c'est tout à fait dans ses cordes et il peut le demander. Mais ce n'est pas obligatoire. Et de la même manière, aujourd'hui, on met déjà en œuvre l'URE 26 sur des navires qui ont été signés avant le 1er juillet 2024 parce que les armateurs souhaitaient que l'URE 26 soit mis en œuvre. Puisqu'il y a un standard, autant l'appliquer et avoir des navires qui sont cyber secure by design. D'accord, parfait, merci. Donc on a une autre question également au sujet de cette fois-ci des analyses de risque. Comment vous pouvez apprécier la pertinence de cette analyse pour l'exclusion d'un équipement du périmètre de certification? Du coup, on va se référer à, on va regarder cette analyse, on va vérifier l'ensemble des critères qui ont permis de conclure à l'exclusion. Donc, ça va être le type de connectivité, ça va être principalement le type de connectivité, la criticité des équipements, l'analyse de risque. Si on se base sur les BIOS, etc., on sait que ce sont des formats que l'on connaît. Donc, nous, on va juger effectivement du niveau de criticité. On va voir, on va apprécier le risque par rapport à la connectivité qui est présentée. Effectivement, si vous avez un équipement qui est accessible par tout le monde, connecté en remote, et que vous dites, il n'y a aucun problème, on peut l'exclure, on vous dira que non. Donc, voilà, ça passe par l'analyse réseau, par le type d'équipement et voilà, son intégration au niveau de la sécurité, de la zone de sécurité et de ses connexions avec les autres systèmes. Donc c'est l'ensemble de ces éléments. Donc c'est pour ça que les documents qu'on vous a présentés avant, que ce soit l'inventaire, le CSDD ou le zoniagramme, nous servent également en complément d'analyse de risque pour valider qu'un équipement peut être effectivement exclu. Et si on a des doutes, ça fait aussi partie de notre processus de notation, d'échanger avec la personne, de monter des points pour être sûr qu'on apprécie des deux côtés le même niveau de risque d'un équipement et la façon dont il peut être exclu. Un petit complément à ce que dit Benoît, c'est que la méthode de risque, elle est pas l'utilisation de la méthode pour l'analyse de risque, elle est un peu à la liberté du chantier ou de l'armateur, à condition qu'elle soit reconnue et que nous y retrouvions les informations nécessaires pour valider l'exclusion d'un système. Donc il y a plusieurs méthodes d'analyse de risque qui se valent à peu près toutes. On n'en propose pas une par rapport à une autre. En revanche, si on nous demande une méthode, on peut aussi proposer une méthode, celle que nous préférons. Je réponds rapidement à la question d'Arnaud Espagnier, qui a cherché les certifications RE 27. Alors, on va chercher aussi. Si on s'aperçoit qu'on ne les trouve pas non plus, on s'adressera aux bonnes personnes pour que ce soit corrigé. Je ne peux pas vous en dire plus, mais normalement, ça devrait y être. Si ça n'y est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. D'accord, merci. Alors justement, donc on revient là sur les stations blanches. Donc c'est Christelle également qui pose la question. Compte tenu des enjeux, est-ce que ça semble quand même assez évident d'avoir des stations blanches à bord des navires? Est-ce que vous savez s'il y a une évolution dans ce sens auprès de l'Ajax ou d'autres obligations légales? La seule chose dont on est informé aujourd'hui, c'est la possibilité d'une considération d'un standard pour les navires en service par l'Ajax, qui aujourd'hui à l'étape d'ébauche, donc surtout ne prenez pas cette réponse comme acquise. En revanche, on est totalement d'accord avec vous pour l'efficacité de la mise en place d'une station blanche, et c'est pas à l'ordre du jour une telle révision, malheureusement. On ne sait pas, pour compléter ce que dit Arthur, exactement ce que va faire l'Ajax pour les navires en service. Est-ce que ça va être un Unified Requirement, ce qui serait assez étonnant, mais je pense qu'on va plutôt s'orienter vers une recommandation. Les stations blanches, c'est une bonne pratique. Donc, ça peut apparaître au niveau des procédures de l'armateur. Et les procédures de l'armateur, c'est demandé par l'URE 26. L'URE 26 demande à ce que l'armateur mette en place des procédures, et ça va aussi dans le sens de l'OMI et du code ISM. Dès qu'on parle de procédure, on est en plein dans le code ISM. Et donc, si l'armateur met en place à bord des mesures de mitigation que sont ces stations blanches, c'est une très bonne pratique. Et c'est pas pour autant que ça apparaîtra de manière obligatoire dans un Unified Requirement, ça reste une bonne pratique.
et tout ce qui est bonne pratique pour assurer la cybersécurité d'un navire, nous, on applaudit dès demain. Je vois une question de notre vas-y Arthur, pardon. Je veux compléter cette réponse puisque malgré l'absence de station blanche, ça ne veut pas dire que rien n'est fait au niveau de la sécurité des clés USB. Alors, il y a le port locking software ou physique qui, je pense, a ses limites parce que c'est assez compliqué d'avoir une application exhaustive, ce que la classe viendra vérifier, mais enfin, on va quand même être plus dans la collaboration que le réprimandement, je pense, à ce point de vue-là. En revanche, à l'URE27, des mesures telles que le hardening des workstations supportant des équipements tels que des clés USB, soit par le biais de désactivation de l'auto-run, du branchement de périphérique et de whitelisting du ID, c'est des mesures de sécurité qu'on va regarder dans la certification d'équipement. Donc, même s'il n'y a pas de workstation, par exemple un EGDI certifié, a priori, on aura un EGDI certifié qui utilise les USB pour se mettre à jour. On aura regardé les mesures techniques implémentées pour limiter le risque d'update par clé USB. Et il en sera de même pour les autres équipements qui utilisent cette technologie. Une question sur l'impact juridique et financier, si les exigences URE 26 et 27 ne sont pas appliquées ou partiellement appliquées. Alors, en toute logique, un navire signé après le 1er juillet 2024 qui n'est pas conforme à l'URE 26 ne peut pas être classé par une société de classe. Donc ça aura des impacts. Parce que s'il n'est pas classé par une société de classe, il ne sera pas assuré par qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. Charlotte vous disait que nous serons flexibles. Jusqu'à un certain point, bien sûr. S'il n'y a aucun effort qui est fait, ça ne se passera pas très très bien, mais on est tous conscients que ce sont des nouveaux standards, donc la mise en œuvre va se faire lentement. Les chantiers vont apprendre à écrire la documentation, certains équipementiers aussi. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec beaucoup de chantiers pour les aider à leur montrer ce qu'on attend en termes de documentation, et beaucoup d'entre eux savent déjà exactement quels sont les documents qu'ils vont produire. Donc, on ne part pas de zéro au 1er juillet 2024. La fréquence des audits, ce sera pour l'URE 26, sachant que ça rentre dans la liste de ce à quoi un navire doit répondre. Ce sera audité de manière annuelle. Alors, je ne dis pas que ce sera audité de manière aussi profonde que le premier audit qui permettra de donner la classe, en tout cas qui permettra de donner la conformité URE 26 après la mise en service du navire. Pour autant, ça va être audité par ce qu'on appelle chez nous les NS surveilleurs, c'est-à-dire les surveilleurs des navires en service. La cyber sera au menu de leur audit annuel. Et notre job aujourd'hui, c'est de construire le training de ces surveilleurs pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre ces surveys cyber à bord des navires URE 26. Donc c'est une lourde tâche, mais on a un peu de temps devant nous parce que les premiers navires URE 26 sortiront des chantiers, si tout va bien, vraiment au meilleur des cas fin 2025, puis plutôt sinon en 2026 et dans les années à suivre. Voilà. Donc oui, responsabilité de la classe d'auditer la cyber tous les ans, mais surtout responsabilité de l'armateur de tenir à jour cette documentation, parce que sinon c'est tout le fondement de l'URE 26, c'est que ça accompagne le navire pendant tout le cycle de vie. Et ces UR correspondent-ils à des normes ISO? Là, je vais laisser plutôt Arthur et Benoît et Charlotte répondre. Ils sont plutôt côté IEC, ces UR, mais ISO, il y aura peut-être des points communs avec ISO, je ne suis pas certain. C'est plutôt vraiment... ils sont plutôt orientés IEC 62443, ces UR. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on avait une question sur la cartographie. Donc par rapport justement aux URE 26 et 27, en termes de cartographie, est-ce qu'il y en a besoin pour assurer des veilles de vulnérabilité? Donc ça, c'est une première question sur la carto, et la deuxième, c'est plutôt sur un SOC, et à partir de quelle taille un armateur ou un navire devra-t-il avoir un SOC, externe ou interne? Au niveau de la cartographie, j'imagine qu'on va faire ici le besoin d'inventaire et le niveau de détail qu'on va avoir besoin pour pouvoir assurer une veille suffisante. Déjà, cette veille, c'est un critère, notamment au niveau de l'URE 27 pour les équipementiers, d'avoir une veille des vulnérabilités, d'informer leurs clients de
des systèmes de patching. Pour certains systèmes qui sont isolés tout au long du cycle de vie du navire, a priori, le cycle de patching sera relativement limité, peut-être en dry dock et uniquement en cas de vulnérabilité critique. Donc il y a ce premier travail-là qui doit être fourni par les équipementiers, du travail de veille, de mettre en place un processus de reporting de vulnérabilité, notamment, et voilà, d'avoir un process de gestion de ces dernières implémenté. Au niveau de l'URE26, il n'y a pas d'attendu côté armateur de mean time to patch ou encore une fois de guidelines qualitatives. En revanche, le maintien en conditions de sécurité sera potentiellement examiné par la classe et surtout au travers du regard de la mise à jour de l'inventaire. L'inventaire, document délivré par les chantiers, va contenir, comme a expliqué Benoît, les couches applicatives, les couches OS et firmware si nécessaire. Et si on constate, par exemple, dans le cadre d'une inspection, 2 ans, 3 ans après la mise en service du navire, qu'aucune de ces lignes n'a changé, ce sera problématique, parce que c'est fort peu probable que ça représente la réalité. En revanche, il n'y a pas d'attendu spécifique au niveau du patching. Il faut que ça soit documenté, que le changement de matériel soit documenté, mais pas spécifiquement pour des raisons de criticité de vulnérabilité. Et pour la deuxième partie de la question, pour le SOC, c'est très rapide. Jamais. C'est un petit peu comme les stations blanches. C'est évidemment quelque chose qui apporte de fortes garanties de sécurité, qui peut être parfois plus compliqué à mettre en place sur un navire, dépendamment de son contexte opérationnel. Effectivement, des navires à passagers vont pouvoir potentiellement avoir de la place pour mettre un SOC et surtout des ressources humaines qui correspondent et qui peuvent l'opérer. Mais pour beaucoup de navires, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Et de même que l'export à terre, c'est quelque chose qui est coûteux, qui peut être complexe du fait de la connectivité, qui est un problème qui tend à se résorber aujourd'hui avec les nouvelles constellations. Mais c'est pas un attendu du tout des UR, peu importe la taille de l'armateur ou du navire. Laura, vous avez peut-être quelque chose à dire sur le SOC? Non, je vois pas pourquoi vous dites ça. Non, oui, parce que au sein de France Cyber Maritime, on est en train de développer un projet de SOC avec nos adhérents solutions pour proposer des SOC pour la terre et aussi embarquer pour les navires. Donc avec des remontées des navires vers un SOC à terre. Voilà. Donc ça, pour les armateurs français, en tout cas les armateurs qui sont membres de France Cyber Maritime, ça peut être une sacrée opportunité. C'est ça. Et c'est quand même du bon travail. Comme toujours avec France Cyber Maritime. C'est très gentil. Alors, est-ce que pour l'instant nous avons d'autres questions ou pas? Est-ce qu'on a répondu? Voilà, est-ce que Bureau Veritas vous a apporté toutes les réponses? Est-ce que maintenant c'est clair? Vous êtes des experts en UR E26, E27? Bon, ce qui est sûr, c'est que sur cette dernière diapositive, vous voyez une adresse mail qui est notre adresse générique. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions après cette présentation. On se fera un plaisir d'y répondre. Je crois qu'il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Oui, tout à fait. Donc c'est par rapport justement à la normalisation avec certaines IEC, donc la 62433 et donc son articulation avec l'ISO 23806 de 2022, Chips and Marine Technology, cybersécurité. Donc, est-ce que vous avez des informations, je pense, plutôt sur la réponse est, nous allons regarder. C'est vous. Soyons honnêtes. Hein. Non, on va regarder. Ouais. Ce qui est certain, c'est que l'IEC 62443 est fondamental pour la 26 et la 27. Hein. L'ISO qui a été mentionné ici, bon, on va regarder et on vous demandera peut-être l'adresse mail de la personne qui a posé la question. Oui, bien sûr, pas de souci. Pas de problème. Je note de mon côté comme ça pour que vous puissiez échanger après le webinaire. Et donc, par rapport à ce que disait Philippe, dans le chat, vous pourrez trouver l'adresse générique du Bureau Veritas pour pouvoir les contacter si vous avez des questions, des besoins autour des UR et pas que. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer le webinaire maintenant, s'il n'y a pas plus de questions. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, interagi avec nous. Et encore une fois, merci à Bureau Veritas et à ses experts d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. Merci à tous. Merci à vous pour l'organisation. Pas de souci. Soirée. Merci de même. À bientôt. Merci, au revoir.